Moi, je suis Gonzague Martin Lecamp, je suis médecin interniste à l'hôpital Bagatelle. Et je pense que vous connaissez tous Noémie, qui est MCUPH dans le service de professeur Dufour à Saint-André. On est tous deux internistes. Et merci Christophe du coup pour l'introduction. On va effectivement essayer d'aborder les moyens pour essayer de diminuer l'empreinte carbone de nos prescriptions médicales, mais aussi on va parler un petit peu de recherche sur l'impact carbone de la recherche qui est aussi majeur. Moi, quand je me suis intéressé sur cette thématique des prescriptions, ce qui m'a choqué, c'était un peu le décalage entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Dans la vie personnelle, on a tous un peu identifié des postes d'émissions importants avec des éco-gestes assez faciles, prendre moins l'avion, moins consommer certains achats. Et contrairement à la vie professionnelle où personnellement, je ne faisais pas très attention à l'impact carbone de mes différentes prescriptions. Alors que, comme disait professeur Richet, la différence est énorme et on a beaucoup plus d'impact avec notre vie professionnelle que sur notre vie personnelle. À titre d'exemple, 3 jours d'hospitalisation, c'est une estimation de 1 tonne d'équivalent CO2. C'est 1/10 de la consommation annuelle d'un Français moyen. Un autre exemple, c'est un médecin généraliste en cabinet libéral. C'est une estimation d'émissions de gaz à effet de serre de 100 tonnes d'équivalent CO2 par an, alors que donc ça fait 10 fois plus qu'une consommation annuelle d'un Français moyen. Donc notre vie professionnelle en tant que médecin a un impact majeur sur l'environnement et donc du coup on va essayer de développer avec Noémie quelques pistes pour essayer de diminuer et d'économiser les différents gaz à effet de serre qu'on émet avec nos prescriptions. Là, c'est l'exemple du CHU de Bordeaux. Ça a été un travail qui a été fait dans beaucoup de CH et de CHU, qui était de faire un bilan carbone, donc pour avoir un peu une idée d'où partaient les émissions de gaz à effet de serre du CHU ou des différents hôpitaux. C'est équivalent un peu à ce qui a été retrouvé notamment à la PHP. C'est des données qui sont non publiées. C'est 39% d'achat des médicaments. Donc déjà, on voit qu'on a, en tant que médecin, on est on est directement impliqué dans ces émissions. Ensuite, on peut parler des dispositifs médicaux où effectivement, je pense qu'on a un peu notre rôle à jouer et les laboratoires, notamment via les examens paracliniques. Quand on parle effectivement d'écologie, on parle beaucoup donc des équivalents CO2 qui sont un peu c'est un peu la mesure, c'est l'unité de mesure qu'on retrouve souvent. Et je trouve qu'il est difficile, quand on ne connaît pas très bien cette thématique, d'avoir une idée de l'ordre de grandeur. Et vous avez ici quelques exemples. 28 kg d'équivalent CO2, c'est un spray ventoline. On en discutera un petit peu après, mais la ventoline, c'est une catastrophe écologique. 100 kg, c'est 30 minutes de méopa à 14 litres minute. C'est l'équivalent de 375 km en voiture. Donc, vous voyez un peu le décalage entre la vie personnelle et la vie professionnelle. 1 tonne d'équivalent CO2, donc c'est 3 jours d'hospitalisation, j'en avais parlé. Et c'est aussi un aller simple Paris-New York en avion. 10 tonnes, c'est l'empreinte carbone annuelle, je crois que c'est en 2020 ou 2023, des Français, avec un objectif d'être à 5 tonnes d'équivalent CO2, normalement dans les objectifs du climat, du GIEC. Alors, l'équivalent CO2, juste une petite note, ça ne traduit pas tout, ça ne traduit pas la consommation en eau, ça ne traduit pas la pollution des sols, et donc ça, c'est des éléments aussi importants quand on parle de santé environnementale. L'empreinte carbone, donc c'est souvent calculé via l'ACV, l'analyse de cycle de vie, qui est en fait une méthode utilisée pour calculer donc les émissions de gaz à effet de serre d'un médicament, d'un dispositif médical. Et en fait, c'est toute la chaîne de production qui est analysée, de la production, de la recherche et développement, mais aussi jusqu'à l'utilisation, le recyclage éventuel de votre dispositif ou de votre médicament. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à dire que un spray ventoline, c'est tant de kilos CO2. Alors, pour avoir quelques principes généraux vis-à-vis de nos prescriptions médicales cliniques, il y a des choses un peu de bon sens, mais c'est vrai que c'est un peu toujours ce qui ressort lorsqu'on analyse en fait les prescriptions, les surprescriptions notamment. Ça va être suivre les recommandations de bonne pratique avec un bon usage du médicament. Un élément important, c'est qu'une bonne prescription sur le plan écologique, c'est des prescriptions qui sont sûres pour le patient, à efficacité, qualité et sécurité équivalentes. Et il y a de plus en plus justement d'études qui montrent que, en gros, on peut faire aussi bien toléré avec moins d'émissions de gaz à effet de serre.
Et le but, c'est de trouver la dose minimale efficace. On peut penser, par exemple, aux biothérapies qu'on fait quand on commence à espacer. Le but, c'est de trouver la dose minimale efficace pour avoir moins d'impact vis-à-vis de nos prescriptions. Dans les messages un peu généraux aussi, il y a la galénique qui est extrêmement importante. On en reviendra un petit peu après. Donc, c'est favoriser la voie orale. On évite la surprescription, donc ça va être tout le travail après de déprescription qui sera associé à ça, mais aussi de la sous-prescription, c'est un élément aussi important. Un patient qui, par exemple, on parlera de la BPCO sur les inhalateurs par la suite, si il est décompensé parce qu'il ne prend, son traitement n'est pas adapté parce qu'il est sous-prescrit, il va entraîner des coûts de santé et des coûts carbone en ayant été hospitalisé. Voilà. Donc c'est important aussi de bien prescrire. Et après, il y a un travail sur l'alternative la plus écologique, le choix de la molécule. Et il y a quelques exemples qu'on va vous présenter avec Noémie après. Pour revenir sur la voie orale, vous voyez là, on aime bien cette infographie là, de CHU de Grenoble qui fait la différence sur le paracétamol entre le Péros et l'IV. Avec du coup une inefficacité qui, je vous rappelle, est strictement identique à un délai d'action qui est quasi identique entre une perfusion de paracétamol IV versus Péros. Donc c'est un peu l'exemple type d'un changement facile, notamment vis-à-vis du volume de prescription. Et quand on regarde, ça fait à peu près de 20 à 40 fois plus émetteur de gaz à effet de serre une perfusion de paracétamol par rapport à un comprimé de paracétamol. Ensuite, il y a dans les nuances un petit peu les sirops, le fait que c'est un peu plus lourd, c'est 4 fois plus émetteur de gaz à effet de serre qu'un comprimé simple. Donc, il faut favoriser plutôt les comprimés. Et là, vous avez les chiffres associés. Quand on parle de voie orale aussi, il y a d'autres médicaments qui sont concernés. Et il y a eu un travail à l'Hospice civil de Lyon qui a été majeur, qu'ils ont fait beaucoup de promotion de la voie orale par rapport à la voie IV en ciblant 22 médicaments qui sont listés ici. Globalement, c'est des antibiotiques, des antalgiques et après d'autres traitements. Et en faisant ça, ils ont entraîné une diminution de 50% de la voie intraveineuse avec une économie de 500 000 €. C'est important, il y a un travail qui a été fait notamment par la SPLIF, la Société savante d'infectiologie, pour promouvoir la voie orale sur l'antibiothérapie. Avec, vous avez le QR code ici qui vous y réfère. Mais par exemple, quand on prend la revamicine dans les pneumopathies, il n'y a aucun bénéfice à l'avoir en intraveineux par rapport à Péros, avec probablement en plus d'une tolérance qui est moins bonne, pour prendre un exemple. De façon aussi un peu générale, ce qui peut se traduire dans nos prescriptions, c'est favoriser les molécules au dosage le plus faible, parce qu'en fait, la création d'un principe actif dépend aussi de la dose de principe actif. Et donc, du coup, on préfère avoir, par exemple, un candesartan 8 mg, le principe actif est plus faible, qu'un irbesartan 150 mg, parce qu'il y a un rapport d'émissions de gaz à effet de serre associé. Il y a aussi le minimum de doses à administrer, les comprimés les plus dosés. Donc, pour nous, en médecine interne, mais aussi en rhumatologie, la prednisone, il faut plutôt la prescrire du coup en 20 mg plutôt que de faire 4 comprimés de 5. Et là, on arrive un peu sur les inhalateurs. Alors, je sais qu'on n'est pas des grands prescripteurs. Par contre, c'est vrai que, je sais que moi, j'essaye, quand les patients ont déjà des traitements bronchodilatateurs de fond, de voir si on peut essayer de faire mieux et de changer leur bronchodilatateur par des inhalateurs à moins d'effets nocifs sur l'environnement. Parce que vous voyez sur cette diapo, donc c'est une étude du GEAMAT 2025 qui montre le poids des inhalateurs sur les émissions de gaz à effet de serre sur 10 ans aux États-Unis, et on voit qu'il y a 1,6 milliard de bronchodilatateurs qui ont été produits et qu'ils ont entraîné 25 millions d'équivalents de tonnes CO2. Et ça, sur un an, ça veut dire qu'on utilise, en gros, si tous les bronchodilatateurs sur un an, c'est l'équivalent d'utilisation de 3 millions de voitures thermiques à l'échelle des États-Unis. On voit aussi sur la gauche que c'est principalement les inhalateurs, les bronchodilatateurs de courte durée d'action. Donc, on a tous en tête la ventoline, qui est à elle seule responsable qu'un seul spray 130 km en voiture. Enfin, c'est vraiment des chiffres qui sont tout à fait ahurissants, avec des alternatives qui existent déjà, qui sont validées, avec des études qui montrent très bien que c'est à efficacité et à tolérance identiques, qui sont les inhalateurs à poudre sèche. Donc, une grande différence entre les inhalateurs en spray et les inhalateurs à poudre sèche.
avec les résumés qui sont ici, avec des impacts d'équivalent CO2 qui sont vraiment drastiquement différents. Avec la petite différence, c'est la coordination main-bouche qui est important pour un spray, ce qui n'est pas important pour les poudres sèches, et un débit aspiratoire qui est un minimum aspiratoire pour la poudre sèche. Ça, c'est important notamment pour les enfants, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas possible avant, je sais pas, 10 ans, quelque chose comme ça. Et pour les patients très, très, très dénutris, je pense que c'est un peu plus dur pour avoir le minimum aspiratoire pour déclencher le processus. Et en fait, les industriels, et ce qui est une très bonne chose, commencent à s'intéresser à cette problématique avec notamment la production de gaz dans les sprays qui soient moins impactants sur le plan de l'environnement. En fait, ils ont changé le principe actif avec l'HFA, en gros, qui va être de 152A contre le 134 qui était celui de la ventoline, et avec des rapports que vous voyez ici. C'est 1 kg, en fait, c'est 124 kg d'équivalent CO2, donc c'est un rapport 10 en fait entre les deux. Et rien qu'avec ça, probablement qu'il y a des bénéfices à attendre sur nos émissions, sur les bronchodilatateurs. Un petit mot sur le méopa qu'on est un peu amené à utiliser, notamment dans le cadre de nos gestes. Juste pour vous dire qu'effectivement, c'est très compliqué sur le plan des émissions de gaz à effet de serre. 1 kg de méopa, c'est 310 équivalents CO2. Et en fait, le débit est important et donc ça entraîne des consommations importantes et une émission de gaz à effet de serre non négligeable. Donc le but, c'est de trouver des alternatives. Et maintenant, il y a des masques un peu spécifiques qui ont été commandés sur le CHU qui pourront un peu diminuer en fait les fuites et donc du coup diminuer la consommation de méopa. Alors l'anticoagulation, c'est juste parce que les héparines sont actuellement créées à partir du porc, d'où cette petite image. Et il y a, pour l'histoire, il y a 1 milliard de porcs qui sont tués chaque année à visée de la production d'héparines, avec des coûts écologiques associés évidemment, parce que arriver à maintenir, à créer cette filière, c'est pas anodin, parce qu'il n'y a pas actuellement de production de synthèse d'héparine. Et donc on rappelle les indications ici de dire que en fait l'AMM du Lovenox dans les préventions des maladies thromboemboliques, c'est que 14 jours. Donc les patients qui restent un peu plus longtemps, c'est hors AMM qu'on prescrit ces patients, enfin qu'on prescrit ce Lovenox-là. Et sur le plan curatif, c'est essayer de favoriser la voie orale, les anticoagulations directes, les AOD principalement. Et pour les AOD, il y a eu cette étude qui a été réalisée via Ecovamed, donc c'était en 2025, qui a été publiée dans Hematology, dans Hematology K, qui a comparé les 3 AOD qui ont été mis sur le marché en analysant leur cycle de vie. Et on voit que le dabigatran, qui de toute façon n'était pas un traitement qu'on prescrivait comme majeur, a un impact carbone beaucoup plus important que l'apixaban ou le rivaroxaban. Et on voit donc que c'est le dabigatran, c'est pas tant le transport, c'est pas tant je sais pas le recyclage, c'est vraiment la production du principe actif qui alourdit en fait la note carbone du Pradaxa. Donc, on parle un petit peu de déprescription. Vous le savez, c'est notamment chez la personne âgée, la polymédication, elle est source de iatrogénie de façon majeure, et il y a beaucoup de surprescription chez la personne âgée. Les études s'accordent avec les pharmaciens, les conciliations médicamenteuses, mais même des IPA qui sont formés là-dessus, qu'on arrive à baisser de 14% les traitements des patients quand on fait une conciliation médicamenteuse, donc ce qui n'est pas négligeable sur le plan du patient, de sa santé et aussi sur le plan de l'environnement. Et là, quand on regarde cette étude qui a analysé en fait les prescriptions, on va dire, au long cours en soins primaires de ces différents classes thérapeutiques, les IPP, les antitussifs, les antibiotiques, les benzos et le tramadol, on voit qu'il y a un décalage entre en fait l'indication réelle, on va dire théorique, et la prescription, donc probablement qu'ils sont surprescrits ces patients-là, et que les coûts associés sur le plan environnemental sont quand même majeurs. Et si on arrivait à respecter les recommandations sur ces 4 classes thérapeutiques qui sont IPP, antitussifs, antibiotiques, benzo, on baisserait déjà de 3,5% les émissions de gaz à effet de serre en médecine générale. Ce qui est énorme vis-à-vis du volume que c'est. Donc les patients qui ont ces traitements-là dans leur traitement de fond, quand ils arrivent en hospitalisation, on peut se poser la question s'ils n'ont pas l'indication de les arrêter. Et il y aura un bénéfice
par la suite, notamment environnementales. Il y a maintenant des grandes campagnes de déprescription qui ont été réalisées sur le plan national, via l'HAS notamment. Et vous avez 2 QR codes là qui réfèrent aux algorithmes de déprescription avec la société canadienne qui a fait deprescribing.org, qui fait des algorithmes de déprescription qui vous expliquent en fonction de l'indication comment vous pouvez faire un sevrage progressif d'IPP, un sevrage progressif de benzodiazépine. Et donc, c'est assez facile de la récupérer et ça permet de documenter, d'avoir un peu une feuille de route pour arriver à bien arrêter le traitement dans les façons sécures vis-à-vis du patient. On peut penser aussi dans les gestes qui sont très impactants dans la pratique quotidienne sur le climat. On peut penser aux transfusions. C'est de plus en plus à la mode ce qu'on appelle les stratégies de transfusion dites restrictives, c'est-à-dire de abaisser le seuil transfusionnel. Le problématique, c'est qu'actuellement, la HAS, on n'a qu'une recommandation HAS, c'était en 2014, avec des seuils qui sont quand même très hauts, et on se réfère souvent là-dessus. Mais il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'en fait, les seuils de transfusion devraient être abaissés. Et là, de façon très récente, en 2026, il y a eu l'article dans Chest de la recommandation des Américains des cardiothoraciques qui ont abaissé ces seuils de transfusion, donc que vous voyez ici. Alors la nuance, c'est que c'est pour les patients qui sont en réanimation en soins continus. Mais je trouvais que c'était intéressant pour imager le fait que même les patients graves, en fait, probablement que le seuil transfusionnel doit être plus bas. Et quand on dit antécédent de coronoropathie, en fait, c'est pas une indication à remonter le seuil. C'est juste le syndrome coronarien aigu, où là, ils disent qu'il faut transfuser à partir de 9 à 10 grammes. Mais s'il y a par exemple un patient qui a un antécédent de coronoropathie, et même s'il y a une élévation isolée de la troponine biologique, c'est pas indication à le transfuser. C'est pas considéré comme une mauvaise tolérance. Donc ça, c'était c'est la partie basse. Et la partie un peu plus haute, ça, c'était les collègues hématologues de Haut-l'Évêque qui ont développé un protocole avec des seuils de recommandation de transfusion qui étaient déjà plus abaissés par rapport à la recommandation de l'HAS. Et pour le coût écologique d'un culot, c'est 7,6 kg équivalent CO2, ce qui est quand même pas négligeable. Et surtout, moi, j'ai appris ça, c'était 300 à 500 euros le culot. J'étais avec toute la chaîne de valeur derrière, mais ce qui est quand même assez majeur. Et quand on prescrit 1 kilo à la fois, donc 1 kilo et on contrôle l'ANF, on diminue de 50% le nombre de kilos globulaires transfusés, ce qui est quand même énorme. Et je laisse la parole à Noémie pour la suite. Très bien. Donc moi, après, je vais vous parler des examens biologiques, mais je pense que je vais aller assez rapidement parce que Christophe en a déjà un peu parlé. Alors, c'était un travail qui a été fait au CHU par le pôle de biologie, qui a évalué le coût économique et environnemental, on va dire, des 20 examens biologiques les plus prescrits en 2024 au CHU de Bordeaux pour les patients hospitalisés. Vous voyez donc les chiffres. Bon, l'examen le plus prescrit, c'est l'hémogramme. Donc, il y a 650 000 NFS prescrites par an au CHU. Ensuite, on tombe à 500 000 pour la kaliémie. Bon, ça, c'est les 20 les plus prescrits, ce qui correspond à un coût de 12 millions d'euros. Et c'est un équivalent CO2 comme si quelqu'un avait fait 2160 allers-retours Paris-New York en avion sur un an. Donc, bien évidemment, l'objectif n'est pas de dire qu'il faut arrêter de prescrire ces examens, probablement qu'il faut les rationaliser, comme on a parlé Christophe. Et donc, je reviens sur ce kit qui a été développé par l'équipe de Nathalie Costedouat et donc qui maintenant est donc labellisé FAI2R et APHP, donc que vous pouvez retrouver et qui a fait l'objet d'un éditorial dans la RMI récemment. Et donc, c'est un travail qui avait, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, mené entre 2023 et 2025. Donc, ils ont conduit à 30% de réduction de la prescription des examens biologiques. Et donc, avec une économie qui était de 2 millions d'euros et qui était, comme l'a dit Véronique, avec une prime d'engagement collectif. Donc, les messages, en fait, c'est, Christophe l'en a parlé tout à l'heure, c'est pas de bilan systématique, éviter de recontrôler si ça va pas changer la prise en charge, éviter de contrôler trop fréquemment les examens à cinétique longue, la TSH, l'hémoglobine glyquée, etc. Et puis après, ce qui peut nous intéresser en médecine interne ou rhumato, les
les bilans immunologiques. Donc, les anti-ADN, en fait, chez un patient qui a un lupus stable, c'est une fois par an maximum. On ne contrôle pas le CH50, on contrôle juste le C3 et le C4. S'il y a un antécédent de facteur rhumatoïde ou d'anti-CCP positif, on n'a pas besoin de les recontrôler. Pareil pour les suivis de gammapathie, on ne refait pas l'immunofixation à chaque fois. Le type de l'immunoglobuline de la chaîne lourde, de la chaîne légère ne va pas changer, etc. Donc, vous pouvez retrouver ce site, enfin, ce dépliant sur le site de la FI2R ou de GreenDoc. Et après, je terminerai sur un petit, enfin, comme on parle un peu recherche dans cette journée, enfin, et dans réseau, l'impact de la recherche clinique qui est un peu un angle, enfin, qui jusqu'à présent, je trouvais, était un peu un angle mort. Mais c'est vrai que quand on a des protocoles de recherche industrielle, parfois c'est un peu dérangeant, enfin, pas dérangeant, mais on a beaucoup de tests faits, etc. Et donc, c'est l'équipe de Toulouse qui a repris, qui a fait une analyse du cycle de vie de l'essai STAR, donc qui était un essai de rhumatologie comparant deux stratégies de sevrage en corticoïdes, donc qui était un essai assez classique, on va dire. Et donc, ils ont fait l'analyse de cycle de vie sur tous les bilans biologiques, la logistique de l'étude, la fabrication, le transport, les médicaments, l'activité des arcs, la logistique des patients avec leur transport, etc. Ils ont analysé ce que ça représentait pour un patient inclus. Et donc, pour chaque inclusion dans l'essai, donc un patient inclus dans l'essai, ça représente l'équivalent de 380 équivalent CO2, donc c'est comme presque 800 km en voiture. C'est la production de déchets toxiques pour les milieux aquatiques qui peut entraîner la mort de l'ensemble des poissons d'un volume d'eau correspondant à 800 piscines municipales. C'est la consommation de 116 kg de pétrole correspondant à la production de 350 bouteilles de plastique, et c'est l'utilisation de presque 800 feuilles A4 correspondant à une occupation des sols de 8 mètres carrés de terre cultivée, une consommation de 600 litres d'eau potable. Pour un patient dans l'étude, donc je ne sais pas exactement combien il y avait de patients dans les STAR, je n'ai pas repris, mais c'est assez conséquent. Donc, il y a certaines propositions qui sont émises par les auteurs et que je rejoins. C'est peut-être essayer de limiter le transport des personnels de recherche. Est-ce que toutes les visites sont obligatoirement nécessaires sur site pour les patients qui viennent de loin? Limiter le nombre d'actes de biologie. C'est vrai que les patients dans les protocoles, par exemple dans le Sjögren, ils ont tous les mois une cryo et une immunofixation, même si elle était négative au début, donc on se dit que ce n'était pas forcément nécessaire. La numérisation des documents administratifs liés à la recherche. Bon, la numérisation n'a pas un impact carbone nul, loin de là, mais c'est vrai que quand il y a 15 classeurs investigateurs qu'il faut garder 25 ans dans les archives, ça fait voilà, il y a peut-être des efforts à faire là-dessus. Et voilà, c'était un article assez récent que je trouvais intéressant sur l'impact de la recherche qu'on parfois on a du mal à appréhender. Donc voilà, je terminerai juste par les actions qui sont entreprises. Donc au CHU de Bordeaux, on devrait avoir prochainement la diffusion du kit qu'on a appelé kit pratique d'éco-prescription, qui reprend les principaux messages qu'a donné Gonzague. Les actions nationales, Christophe en a parlé. J'avais même remis l'heure du webinaire, donc c'est mardi 7 avril à 17h si vous voulez. Et c'est le site greendoc.fr, donc il y a tous les kits d'action où vous pouvez retrouver notamment le kit de déprescription biologique, etc. Un peu de bibliographie si vous êtes intéressé, et je terminerai là-dessus. Merci.